además otra España nace, la España del cincel y de la masa, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza, la España que alborea, la España de la rabia y de la idea. Pour faire un poème comme ça, mais aujourd'hui, cette fois-là, c'est cool encore. Hein? Une vie, une œuvre, Antonio Machado. Portrait. Enfance, souvenir d'un patio de Séville, d'un clair jardin où mûrit le citronnier. Ma jeunesse, 20 ans, en terre de Castille. Mon histoire, quelques faits que je ne veux pas rappeler. Ni un séducteur Manara, ni un marquis de Bradomine. Vous connaissez mon piètre accoutrement. Mais j'ai reçu la flèche que me destina Cupidon, et j'ai aimé tout ce qu'elles ont d'accueillant. Il coule dans mes veines du sang de Jacobin, mais mon vers jaillit d'une source sereine. Et plus qu'un homme à la mode qui sait son catéchisme, je suis, dans le bon sens du mot, un homme bon. J'adore la beauté, et dans la moderne esthétique, j'ai cueilli les anciennes roses du jardin de Ronsard. Mais je n'aime pas les fards de l'actuelle cosmétique, ni ne suis un de ces oiseaux au nouveau gazouillis. Méprisant la romance des ténors à voix creuse et le cœur des grillons qui chantent à la lune, je cherche à démêler les voix des échos. Parmi toutes les voix, je n'en écoute qu'une. Classique ou romantique ? Je ne sais. Je voudrais laisser mon poème ainsi que son épée le capitaine, fameuse par la main virile qui la brandissait et non pour l'art savant du forgeur apprécié. Je converse avec l'homme qui toujours m'accompagne, qui parle seul, espère à Dieu parler un jour. Mon soliloque est entretien avec ce bon ami qui m'a appris le secret de la philanthropie. Après tout, je ne vous dois rien. C'est vous qui me devez ce que j'ai écrit. J'accomplis mon labeur, de mes deniers je paie l'habit qui me couvre, la demeure où j'habite, le pain qui me nourrit, la couche où je repose. Et quand viendra le jour du dernier voyage, quand partira la nef qui jamais ne revient, vous me verrez à bord, et mon maigre bagage quasiment nu, comme les enfants de la mer. Sa figure, disons, littéraire et poétique est tout à fait complexe. Bernard Il y a une Sauzet. première étape, Soledades, Galerías y otros poemas, puis l'étape de Chants de Castille, ensuite l'étape des nouvelles chansons, l'étape des poésies de guerre, l'étape du chansonnier apocryphe. À chacune de ces étapes, on trouve une expression littéraire, poétique de très haute qualité, mais souvent qui ne s'harmonisent pas, si on peut dire, pour former un tout, à moins qu'on en trouve ou qu'on en cherche le dénominateur commun. Georges Colomer. Mais la génération de 27 est la génération, moi je préfère l'appeler la génération de la guerre civile. Ce sont les jeunes poètes qui avaient 17-20 ans au moment de la guerre civile et qui ont continué à écrire. C'est une génération très fournie d'hommes de grand talent et qui a fourni à l'Espagne un contingent de poètes comme nul autre pays ne l'a fait à ma connaissance. Et alors, ces poètes ont reconnu en Machado leur maître à penser, leur maître à écrire, disons, leur maître en poésie. Qui sont ces poètes-là ? Vous pouvez donner quelques noms ? Ah oui, mais maintenant vous me prenez un peu de cours. Ben, j'ai dit Jorge Guillén, mais il y a Federico García Lorca, il y a Lorca qui a Guillén. étouffé un peu Machado, c'est-à-dire qu'on a oublié Machado à cause de Lorca, On pourra en parler si vous voulez. On peut en parler maintenant. Ouais. Oui, mais je disais à mes élèves, pour susciter quelques réactions, que tout le monde n'a pas la chance d'être assassiné. Le crime eut lieu à Grenade. Le crime eut lieu à Grenade, bien sûr. Mais Lorca a été assassiné, est devenu, en France, le symbole des poètes que l'on assassine. Et c'est ce qui a fait sa notoriété. Attention, la qualité est derrière. Il y a la poésie de Lorca, il y a les pièces de Lorca, n'est-ce pas ? Et Machado, dans l'ombre de Lorca, si vous voulez, a été oublié. Lui, Machado, il est mort en exil. Il est mort comme ça, comme des milliers et des centaines de milliers d'Espagnols. C'est le symbole de l'exil espagnol, c'est le symbole de la République, assassiné, victime du fascisme international. Et comme la plupart des poètes sont du bon côté, à part quelques rares exceptions que je n'oserais pas signaler ici,
il y en a quelques-unes quand même, ils ont reconnu Machado comme le maître à penser, il n'y a pas de doute. Donc on va prendre les poètes quand même. Les poèmes. Le cercle des poètes Non mais c'est disparus. plus loin. Franchement. Voilà. C'est là. Dans la désolation. Lisez pour vous. Ben vas-y. Mais pas dans la Tu veux que je le fasse? Dans la désolation, marcher. Allez, Jérémy, Dans la désolation marchait le poète Antonio Machado et sa mère, écoutant les lamentations de rage et nerfs tiraillés des mères, enfants et vieillards. Antonio Machado et sa mère les regardaient silencieux. Avec l'âme déchirée, ils entendaient les cris des enfants, qui arrivaient jusqu'au ciel. Les camarades qui ne pouvaient pas suivre moururent perdus, avec les pieds en sang, s'éloigner de leur patrie bien-aimée. Les mères angoissées animaient les vieillards, qui marchaient doucement. Ô défenseurs tombés, dans vos yeux pleuvaient des larmes et vous regardiez les villages que derrière vous, vous laissiez avec l'espoir d'y revenir un jour. Au début était le Machado des cités mortes et des jardins flétris. Il y a une veine romantique et plutôt symboliste, ou on dira en Espagne moderniste, dans le premier Machado, avec des images, des thèmes, des symboles, qui en effet, disons, expriment une sorte d'idéal esthétique qu'on pourrait qualifier de décadent, et si on peut dire une veine d'émotion que l'on peut appeler romantique ou post-romantique. Au centre de la poésie est le moi, un peu, dans cette première période. Oui, tout à fait. Il y a une sorte, d'ailleurs, qui poursuivra Machado avec des métamorphoses tout au long de sa carrière. Oui. Une recherche d'une identité profonde qui, dans la première étape, si on peut dire, trouve des figurations, des représentations d'ordre romantique. C'est-à-dire ce lien entre ce qu'il est, ce qu'il recherche, et les paysages contemplés. En el solitario parque, la sonora copla borboleante del agua cantora me guió a la fuente. La fuente vertía sobre el blanco mármol su monotonía. Donc il y a une sorte, à travers le souvenir, le rêve, la songerie, une sorte de recherche mélancolique de lui-même. À travers ce bouillonnement de la fontaine. C'est ça. Hein? Il y a des motifs préférés, si on peut dire, à l'époque. L'eau, l'agua, la fontaine, la fuente, notamment la tarde, qui est un mot machadien par excellence, si l'on peut dire, le crépuscule, enfin, toutes les images qui expriment, qui suggèrent, c'est ça, des cendreux et finissant. C'est ça. Hein? Ce qui domine à cette époque-là, donc cette espèce de nostalgie, de mélancolie, de vague à l'âme. On a dit, Esteban parle de vocation du vide. Oui, tout à fait. Il y a une sorte de, comment dirais-je, une sorte d'aspiration, si on peut dire, une sorte de moins-être. Naranjo en maceta, qué triste es tu suerte. Medrosas tiritan tus hojas menguadas. Naranjo en la corte, qué pena da verte. Con tus naranjitas secas y arrugadas. Pobre limonero de fruto amarillo, al pomo pulido de pálida cera. Qué pena mirarte, mísero arbolillo, criado en mezquino tonel de madera. L'endroit où il est né, à Séville, vous êtes allé? Oui, bien sûr. La maison où il est né? Oui, le Palacio de las Dueñas, c'est un grand palais qui, à l'époque où Machado l'habitait avec ses parents, était divisé en appartements, vous savez. Que ça, en espagnol, on dit casa de vecindad. Ça, on pourrait dire
HLM, sur le quoi. Hein. Et c'est là qu'habitaient les parents de Machado, ainsi que Machado et son frère. Hein. Et ses frères, Manuel en particulier, oui. Manuel. Et très rapidement, à l'âge de 8 ans, il est passé à Madrid. Ouais. Alors, il n'a que de vagues souvenirs de Séville. C'est surtout ce citronnier, la fleur de Séville, là, le jasmin, vous voyez, il pense à cela. Petit jardin renfermé, ces petits jardins qu'on trouve dans ces villes marquées par le sceau musulman, vous voyez. Alors, de là, il est passé avec sa famille à Madrid. Et c'est là que, ma foi, il a été l'élève, la fameuse institution libre de enseñanza, avec il a été l'élève de Francisco Giner de los Ríos. Il a 17 ans lorsque son père meurt. Il a 17 ans à peu près. Hein, et là, alors, moi, la partie que je n'ai pas de lui, ce sont toutes ces pièces de théâtre qu'il écrit en collaboration avec son frère, avec Manuel. Oui. Là, il y a quand même un travail qui se fait à deux. Oui, qui se fait à deux, mais c'est surtout à partir de 31, lorsqu'il est nommé au lycée Calderón de la Barca de Madrid, si je ne m'abuse. C'est là, pendant quelques années, jusqu'à la guerre civile, qu'il va avec son frère écrire du théâtre surtout, et faire jouer des pièces de théâtre. Ils écrivent dans des revues satiriques aussi. Oh, mais ça, c'est tout au début. Tout au début, la caricature. Oui. Les deux écrivent. Hein. Bon, c'est pas le Canard enchaîné, hein, c'est pas la Codornice. C'est simplement des tableaux de genre qu'il écrit. Machado m'a toujours intéressé en tant qu'homme, d'abord, parce que j'ai rapidement vu que c'est un homme qui était en accord avec les idées qu'il affichait et sa poésie. C'est cette concordance constante, n'est-ce pas, qui m'a attiré près de Machado. Cette fidélité, la fidélité de Machado au peuple espagnol. Machado est pour nous le symbole de l'exil espagnol. Il est venu mourir en terre française et pour nous, nous lui rendons hommage depuis fort longtemps. Alors vous dites qu'il était en accord avec les idées qu'il affichait. Quelles étaient les idées qu'il affichait? On dit Machado, Don Antonio, poète du peuple. Hein. Oui. Bon, les idées qu'il affichait, c'était les idées républicaines espagnoles, patriotes espagnoles. Oui, effectivement, il a été formé à l'école de la Institution Libre de Enseñanza, qui a joué un rôle capital en Espagne. C'est une espèce d'université laïque d'enseignement, n'est-ce pas? Institution libre d'enseignement, attention à libre et ne pas le traduire libre, parce que c'est tout à fait le contraire de ce qu'on entend par libre de nos jours. Je pense à École Libre, bien sûr. C'est cette institution libre d'enseignement qui est en fait une école de démocratie et d'humanisme qui a formé Antonio Machado. Et de tout temps, de par son enfance, de par sa jeunesse, il a baigné dans des idées républicaines et qu'il a conservé jusqu'à la fin. Quand, dans un des textes que vous avez traduit à la fin de cette anthologie, là, si on prend le texte politique, il dit « Mon idéal politique s'est toujours limité à n'accepter comme légitime que le gouvernement qui représente la volonté du peuple librement exprimée. Hein » Oui, c'est exact. Ça, c'est très important. Il a toujours respecté la volonté populaire. Et le peuple a demandé la République. Il a respecté le désir du peuple et il a lutté pour que ce désir populaire soit exaucé jusqu'au bout. C'est pourquoi il a défendu jusqu'à la mort la République. Quelle était son attitude vis-à-vis alors des militaires? Il en parle dans ce texte-là. Oui, il parle des militaires, d'abord des militaires républicains, pour lesquels il a une profonde admiration. Mais il traite les autres, les généraux rebelles, de félons, n'est-ce pas, vendus à l'Italie et à l'Allemagne. Et il ne les, comme on dit familièrement, il ne les rate pas. Son cauchemar, c'était ces deux fascismes-là, le fascisme italien et le fascisme allemand. Oui, il oubliait peut-être aussi le fascisme portugais de Salazar, car il y avait des volontaires portugais qui luttaient contre les républicains sur le front espagnol. Quelle était l'origine de Machado, familiale? Il était issu de ce qu'on pourrait appeler la petite bourgeoisie. Son père était un intellectuel qui s'intéressait beaucoup au folklore espagnol, ce qui a joué un rôle important pour Machado, bien sûr. Il trempait déjà dans le peuple espagnol. Hein.
et relation de son grand-père avec les premiers républicains espagnols. Donc c'est toujours cette ambiance républicaine et humaniste dans laquelle a évolué Antonio Machado depuis sa plus tendre enfance. Sa sympathie va aussi aux volontaires des brigades internationales. Ah, oui, il serait difficile qu'il en soit autrement, me semble-t-il. Oui, il a beaucoup de sympathie pour les brigadistes, et ça a été pour lui, comme pour beaucoup d'Espagnols et de non-Espagnols, un crève-cœur que de les voir quitter l'Espagne lorsqu'on les a retirés, comptant sur la bonne foi, que Franco en ferait autant avec les troupes italiennes et allemandes, ce qui n'a pas eu lieu, comme chacun le sait. Adieu, terre de Soria. Adieu, haute plaine entourée de collines, de crêtes militaires, coteaux et rocailles du désert castillan, fantômes de Rouvray et ombres de Chênay. Dans la désespérance et la mélancolie de ton souvenir, Soria, mon cœur s'abreuve. Terre d'âme, tout entière, par les vallées fleuries, vers ma terre, mon cœur t'emporte. C'est à Soria qu'il va connaître Léonore, qui à l'époque, lorsqu'il la connaît, est très jeune, elle a 13 ans, et il en tombe éperdument amoureux. Jackie Sorel. Et Léonore d'Antonio. Et malgré les résistances familiales, il va l'épouser en 1909. Il a 34 ans et elle en a 15. Et donc il va à la fois découvrir la Castille, ces paysages secs, arides, paysages spirituels qu'il va si bien chanter dans ses vers, et Léonore. Léonore, sa femme, pour laquelle il n'écrit pas une poésie amoureuse, comme on aurait pu le penser, par exemple. Non, Machado était un homme extrêmement réservé, extrêmement pudique. Simplement, il écrira des poèmes consacrés à sa femme lorsque celle-ci sera morte, puisque leur bonheur va être de courte durée, puisqu'elle va mourir 3 ans plus tard, tuberculeuse. Et c'est lorsque donc elle sera morte qu'il écrira des poèmes déchirants. On ne peut pas oublier, quand on considère l'œuvre de Machado, justement, cet attachement à la terre de Castille, à Soria en particulier, n'est-ce pas ? Petite ville, 45 000 habitants, mais peut-être la seule qui gardait un caractère provincial. Et puis, il y a la tombe, il y a le cimetière où repose Léonore, sa jeune femme. Machado arrive à Soria, je crois, en 1907, de 1907 à 1912. Alors, un aspect de Machado que j'aime beaucoup, c'est, disons, cette coïncidence qui s'est produite en lui entre sa sensibilité et le paysage de Castille, qu'il a chanté vraiment de manière magnifique. Alors les hauts plateaux, la rocaille. Oui, là il y a vraiment des poèmes qui me semblent des célébrations du paysage. Mais tout à fait superbe. Et je pense qu'on a eu souvent tendance à rabaisser cet aspect de Machado en ramenant cela à l'idéologie de la génération de 98, la génération de 98, celle qui redécouvre l'Espagne dans sa dimension historique, géographique, politique, après le désastre de 1898. Mais il y a là, si on peut dire, une projection à la fois romantique de l'âme du poète dans le paysage, mais à la fois une sorte d'intuition extrêmement profonde et extrêmement vive de ce qu'on appelait à l'époque l'essence de l'Espagne. C'est le titre qu'a utilisé Marcel Bataillon pour traduire En torno al casticismo. Mais il y a, disons, je pense qu'il faudrait se démarquer de cette idéologie pour essayer de sentir ce qu'il y a de vraiment très très beau. C'est cette reconnaissance, cette célébration, on pourrait presque dire religieuse du paysage. Soria fría, la campana de la audiencia da la una, Soria, ciudad castellana, tan bella bajo la luna. Soria, comment est-ce que vous l'avez traduit ? Soria la froide, Soria du froid. Soria du froid. Est-ce que c'est la noirceur de l'Espagne qui apparaît toujours et très souvent dans la poésie de Machado, Bernard Sauzet? En tout cas, c'est la noirceur de la Castille, disons,
pour Machado, comme un peu, disons, les écrivains de la génération de 98, l'Espagne, si on peut dire la Castille, c'est le cœur de l'Espagne. Castille de la mort. Castilla de la muerte, c'est ça, oui. Castilla del desdén contra la suerte, Castilla del dolor y de la guerra, tierra inmortal, Castilla de la muerte. Là, je pense encore une fois qu'il faut vraiment essayer d'oublier l'idéologie de 98 pour ressentir ce qu'il y a vraiment de très profond dans cette façon de sentir l'Espagne, son passé, son devenir saisi à travers le paysage, à travers l'observation des gens, etc. Là, je trouve qu'il y a une coïncidence qui ne s'est pas reproduite à d'autres moments, et en tout cas qui est très spécifique d'Antonio Machado, très propre à lui. Les gens, Voilà. ce sont les paysans de Castille. C'est ça. Hein? C'est ça, les paysans, puis aussi plus tard en Andalousie, le monde du peuple, le monde, enfin tout ce petit monde, enfin tout ce monde qui on peut dire qui constitue ce que Unamuno a appelé, comme vous savez, la intrahistoria, l'intra-histoire, tout ce monde qui n'apparaît pas, si on peut dire, dans les grandes fresques de l'histoire, qui constitue, si on peut dire, la masse vivante d'une nation. Quelle est la relation de Machado avec Unamuno, justement? Machado considérait Unamuno comme son maître. Il l'a dit à plusieurs reprises. Il avait une très profonde admiration pour Unamuno qui ne s'est jamais démenti. Est-ce qu'ils avaient la même relation à Dieu, par exemple, Unamuno et Non, Machado? je ne pense pas. Je pense que Unamuno avait une veine religieuse beaucoup plus profonde et beaucoup plus tragique qui n'apparaît pas chez Machado. Chanson. Seigneur, la vie me lasse. J'ai la gorge rauque de crier sur les mers. La voix de la mer m'assourdit. Seigneur, la vie me lasse et l'univers m'étouffe. Seigneur, tu m'as laissé seul, seul, avec la mer, tout seul. Toi et moi, Seigneur, jouons à cache-cache, ou bien la voix dont je t'appelle est ta voix. Je te cherche partout sans jamais te trouver, et te trouve partout, rien que pour te chercher. Machado, je le vois comme un esprit profondément laïque, marqué par l'éducation qu'il a reçue dans sa famille, marqué par l'éducation laïque et libérale, disons, démocratique, républicaine, qu'il a reçue à l'Institution Libre de Enseñanza. Et malgré les quelques poésies qu'il écrit après la mort de Léonore, survenue en 1912, où l'on entend des appels à Dieu et l'expression d'un désespoir qui se retourne vers un ciel toujours muet. Dieu est loin. C'est ce qu'il dit. Dieu est loin. Jean de la Croix, esprit de flamme, il fait grand froid par ici. Il y a par contre un mot qui est ou galvaudé ou dangereux à employer, mais qui est très important chez Machado. C'est aussi un mot d'époque, c'est le mot âme. Alma. Et c'est dans ce mot, et dans cette saisie, si l'on peut dire, de l'âme, de sa propre âme, dans le paysage de Castille, que je verrai, disons, s'exprimer le mieux le jaillissement religieux d'Antonio Machado. Il y a aussi ces gloses là de la Saeta, vous savez, Oui. qu'on me prête une échelle pour aller enlever les clous de ce Jésus de Nazareth. Ah oui, il dit, ça. moi je ne veux pas chanter, je ne peux pas chanter ce Jésus sur la croix, je veux chanter ce Jésus qui marche sur la mer. C'est ça, oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui constitue, si on peut dire, l'idéal de Machado, c'est une profonde humanité. Donc tout ce qui rendrait le Christ humain, et si on peut dire, l'arracherait à un culte qui est souvent, enfin qu'il considérait souvent, ou qui était peut-être souvent idolâtrique ou superstitieux. Disons, il a dénoncé cette superstition. Je crois même qu'il a l'Espagne. écrit Jésus-Christ n'est pas Dieu qui s'est fait homme, mais c'est un homme qui s'est fait Dieu. Donc c'est, disons, toute la dimension religieuse ou mystique qui traverse tout homme, en quelque sorte, qui inspirerait Machado plutôt que la vénération d'un Dieu dans le ciel
inaccessible et célébré par une église qui, à son époque, en Espagne, lui faisait horreur. Nuestras horas son minutos cuando esperamos saber, y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender, y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender. Ay. La envidia de la virtud hizo a Caín criminal. Gloria a Caín, y el vicio es lo que se envidia más. Gloria a Caín, y el vicio es lo que se envidia más. Ay. No extrañéis, dulces amigos, que esté mi frente arrugada. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Ay. Ayer soñé que veía a Dios y que a Dios hablaba, y soñé que Dios me oía, después soñé que soñaba, y soñé que Dios me oía, después soñé que soñaba. Ay. Bueno saber que los vasos sirven para beber, lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed, lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed. Ay. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Ay. Ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España que muere y otra España que bosteza, entre una España que muere y otra España que bosteza. Ay. Españolito que vienes, al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas ha del arte el corazón, una de las dos Españas ha del arte el corazón. Ay. Quand il perd Léonore, il demande sa mutation et il est muté comme professeur à Baeza, en Andalousie. Il y reste de 1912 à 1919, 7 ans en Andalousie. Avec sa mère. Toujours, la maman est là, hein, toujours la mère. Et c'est le vieux garçon, quoi. Il est redevenu vieux garçon. Et en Andalousie, il souffre pas mal, cette Andalousie du Nord, très renfermée, où l'Église joue un rôle prépondérant. Il dit que dans Abaessa, il y a 2 librairies où on ne vend que des livres de dévotion et des livres pornographiques. Et il fait allusion à la population rurale, encanaillada por la Iglesia, encanaillée par l'Église. Il ne les rate pas, croyez-moi, et j'applaudis avec lui. Les assassins arrivèrent jusqu'à la lagune noire, eau transparente et muette, qu'un énorme mur de pierre où font leur nid les vautours et s'endort l'écho cerne autour. Eau claire où s'en viennent boire les aigles de la Sierra, où le sanglier du bois, le cerf, le chevreuil s'abreuvent. Eau pure et silencieuse, reflet des choses éternelles. Eau impassible qui garde en son sein toutes les étoiles. Père, crièrent-ils. Et au fond de la lagune sereine, ils tombèrent. Et l'écho porta de roc en roc le cri de « Père ». Cette histoire-là, hein, de ce paysan qui a 3 fils, oui, et qui vit au bord, enfin très près de la lagune, oui, et qui finit par être assassiné par ses fils. 2 de ses fils, oui. Ouais. Sauf le 3e qui était parti pour être curé, qui défroque, ouais, hein, parce qu'il aime trop les femmes. Exactement. Voilà. Et qui n'aime pas s'habiller par... enlever, comment il dit, s'habiller par la tête. Quand on enfile une robe comme ça, c'est, oui, ça, quand on l'enlève. Celui-là, il savait faire le feu. Ah oui, il avait la main verte et il savait faire le feu. Avec lui, toujours le feu prôné, alors que ses frères étaient incapables de faire le feu. Comment vous expliquez cette sorte de conte, dans le fond, dans l'œuvre de Machado, La terre d'Alvar González? Oui, c'est un fait précis, c'est sur un fait divers qu'il a raconté à sa façon, en élargissant le thème à la paysannerie espagnole.
où règne une cupidité, comme dans tous les paysanneries, vis-à-vis de ceux qui possèdent. C'est le thème de Caïn, Caïn et Abel, hein, c'est certain. Et c'est Miguel qui revient d'Amérique, qui rachète en fait à ses frères les propriétés au-delà du prix, oui, qui les aide en sous-main sans qu'ils s'en aperçoivent, et puis, ma foi, qui veulent aussi le faire disparaître à un moment donné. Et il jette, vous le savez, le père dans la lagune noire, cette lagune sans fond, qui est un paysage extraordinaire. Il faut lire ça au pied de la lagune. Je l'ai lu à mon fils au pied de la lagune sur un grand rocher. Et puis, ils finiront par se jeter à leur tour dans la lagune, pris par les remords, quoi. En appelant leur père. En appelant leur père. Et il n'y a pas de doute que ce conte en vers, hein, c'est un poème très très long, et a été précédé du conte en prose. Et nous sommes attachés justement aux détails, n'est-ce pas? Ça se passe à quelques kilomètres de Soria. Et les lieux cités, on les retrouve tous, jusqu'à la Laguna Negra. Hein. Nous sommes allés à la Laguna Negra, on a accès très difficilement, si ce n'est en été, parce qu'au printemps, souvent, on est retenu par la neige, et on a été saisi en plein Pâques, là-haut, par une tempête de neige, il a fallu rebrousser chemin. Ça se situe à peu près à 1800 mètres, c'est au bas de la Sierra del Urbión, ces immenses montagnes qu'on voit toujours couvertes de neige depuis Soria. Et n'oublions pas que Lorca, patron de la Baraque, ce théâtre ambulant, populaire, ambulant et gratuit, hein, mais alors vraiment national, populaire, hein, a repris essentiellement des pièces classiques du siècle d'or espagnol. Mais il y a une exception, il a mis en scène La Tierra d'Alvar González. Et ça, j'aurais voulu le voir. Il paraît qu'il était tellement sensible, tellement pris, qu'il saurait par terre et qu'il pleurait à certains passages. On a des témoignages précis là-dessus. Alors, pour vous dire que Lorca vouait une profonde admiration à Machado, son aîné. Se lo vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío. Oh, con estrellas de la madrugada mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron. Ni Dios te salva. Muerto cayó Federico. Et puis de Baeza, il est nommé à Segovia en 1919. Et il restera à Ségovie de 1919 à 1931. C'est l'endroit où il est resté le plus longtemps. C'est un après-midi cendreux et morne, délabré comme mon âme, et cette vieille angoisse qui habite mon habituelle hypocondrie. Je ne parviens pas, même vaguement, à comprendre la cause de cette angoisse. Mais je me souviens. Et alors je dis, oui, j'étais enfant, et toi, ma compagne. Et ce n'est pas vrai. Douleur, je te connais. Tu es nostalgie du bonheur, et solitude de cœur sombre, de bateau sans naufrage et sans étoiles. Ainsi je vais, mélancolique ivrogne, guitariste lunatique, poète et pauvre homme qui rêve, recherchant Dieu toujours au milieu de la brume.
Est-ce que vous avez étudié, Georges Colomer, les relations de Machado avec la maçonnerie espagnole? C'est un problème qui m'a intéressé. J'ai posé la question à plus compétent que moi et de toutes parts, on m'a dit qu'il n'en était rien, que Machado n'avait pas été maçon, n'était pas maçon. Je crois que s'il a été maçon, la maçonnerie peut s'enorgueillir d'avoir eu un maçon comme Machado, mais s'il n'est pas, je crois que les maçons appellent ces gens-là qui sont très près d'eux, sans être maçons, on les appelle, je crois, maçons sans tablier. Ça doit avoir une explication, je ne sais pas trop, moi. Mais enfin... Et vous dites qu'il y a des accents maçons oui. dans la poésie de Machado. Oui. Vous voulez un exemple? Oui. Un peu, oui. Ça fait bondir plusieurs de mes amis. Quand j'ai lu cette poésie, mais c'est un maçon qui a écrit ça. Je dis non, il ne semble pas. Voilà. A Don Francisco Giner de los Ríos. C'est le fondateur de l'institution libre d'enseignement, qui est mort alors que Machado est à Baeza, en Andalousie. Quelques semaines après, il réagit et il publie cette poésie. Como se fue el maestro, la luz esta mañana me dijo, van 3 días que mi hermano Francisco no trabaja. ¿Murió? Solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos, hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed buenos y no más. Sed lo que he sido entre vosotros. Alma, vivid, la vida sigue. Los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja y vive el que ha vivido. Yunques, sonad, emudeced campanas. Y hacia otra luz más pura partió el hermano de la luz del alba, del sol de los talleres, el viejo alegre de la vida santa. Je crois qu'il y a là que des termes et des allusions qui pourraient faire les travaux, l'atelier, même une expression comme celle-ci, semble-t-il, faite pour moi un deuil de travaux et d'espoir. Il semblerait que ceci soit maçonnique. Or, on nous dit que Machado aurait été initié lorsqu'il était à Madrid en 31-36. Or, cette poésie a été écrite en 1915, ce qui, dans l'éventualité où il aurait été maçon, prouverait qu'il l'a été donc avant d'aller à Madrid. Et à plusieurs reprises, lorsqu'il est à Soria, c'est-à-dire dans Campos de Castilla, il fait allusion au fait que les habitants de Soria l'appelaient hereje y maçon, hérétique et maçon. Ça revient 3 fois dans sa poésie au moins, ce qui pourrait prouver une appartenance à cette philosophie maçonnique. Et ce qui alors pourrait laisser supposer que Machado a pris contact avec la maçonnerie pendant ses voyages en France. J'ai suivi beaucoup de chemins, j'ai ouvert de nombreux sentiers. J'ai navigué sur 100 mers et abordé 100 rivages. Partout, j'ai vu des caravanes de tristesse, de superbes et mélancoliques ivrognes à l'ombre noire et de grands pédants de la cantonade qui regardent, se taisent et pensent qu'ils savent, parce qu'ils ne boivent pas le vin des tavernes. Méchantes gens qui cheminent en empestant la terre. Partout j'ai vu aussi des gens qui dansent ou qui jouent quand ils peuvent et cultivent leurs petits lopins de terre. Jamais s'ils arrivent quelque part, ils ne demandent où ils arrivent. Là où il y a du vin, ils boivent du vin.
où il n'y a pas de vin, ils boivent de l'eau fraîche. Ce sont de bonnes gens qui vivent, travaillent, passent et rêvent, et qui, un jour, comme les autres, reposent sous la terre, reposent sous la terre. Guillaumard, c'est qui? Guillaumard, c'est autre chose. Guillaumard, là, nous avons été amenés, ma femme et moi, il y a quelques mois, à traduire les lettres de Guillaumard, ce qui est appelé les lettres qui sont appelées les lettres de Guillaumard. Et nous avons reçu un coup au cœur, car on ne reconnaissait pas Machado. Machado a été pris d'un amour tardif qui lui a fait abandonner peut-être à un certain moment, entre 28 et 36, grosso modo, la force de ses convictions, sa force de lutteur, parce qu'il était éperdument amoureux d'une jeune femme, d'une poétesse qui s'appelait, on le sait maintenant, Pilar Valderrama, et qui, malheureusement, pour Machado et pour l'unité de ses convictions, appartenait à une famille réactionnaire et ultra-catholique. Ceci, on n'en parle pratiquement jamais dans les œuvres de Machado. Mais nous nous réservons d'en parler. Et on a été déçus par le contenu. 28 à 36, ça fait quand même pas mal d'années pour renier un idéal. Ça fait 8 ans. Là. De reniement dont il non, s'agit. Non. C'est-à-dire que lorsqu'il parlait de ces questions-là, à part lettres avec Guillaumard, avec Pilar, n'est-ce pas, il mettait de l'huile dessus, quoi, pour ne pas mettre de l'huile sur le feu, pour ne pas attiser la catholicité et le conservatisme outrancier de cette jeune femme. Vous vous rendez compte l'amour, ce que ça fait faire à Georges Colmer? C'est un truc extraordinaire. Non. Mais votre déception, elle a été grande quand même. Ma déception a été grande, oui. C'est vrai. Parce qu'il y a des textes qui sont surprenants. Et puis on retrouve de temps en temps dans ces lettres le véritable Machado, mais pas, à mon sens, pas avec autant de netteté qu'ailleurs, que dans sa poésie ou dans sa philosophie, enfin, ce texte philosophique. 36, il a eu de 36 à 39 pour se reprendre. Oh, mais il s'est bien repris, hein. Heureusement, oui, il s'est bien repris. Il a payé de sa mort aussi. Exactement, mais enfin, ses convictions étaient là, elles y étaient seulement. Je vous dis, c'est le langage qui a un peu changé, un langage qui était destiné uniquement à sa bien-aimée, hein, c'est tout. Hein. Il ne s'attendait pas peut-être à ce que ces lettres soient publiées. Enfin, il y en avait 200, il en aurait écrit à peu près 200, on en a 36. Mais c'est pas beau. Hein. Enfin, c'est pas beau. J'exagère. Je sais que, d'ailleurs, je suis content de voir que Jorge Guillén, qui a été amené à préfacer la première publication des lettres de Pilar Valderrama, est aussi très, très, très sévère vis-à-vis de l'inspiratrice de Machado, Pilar Guillaumard. En un jardin, je t'ai rêvé au-dessus, Guillaumard, de la rivière, jardin d'un temps fermé par des grilles de fer glacées. Un oiseau insolite chante sur le micocoulier, tout doucement, près de l'eau vive et sainte, toute soif et toute fontaine. Malgré cette trahison, cet éloignement tout à fait provisoire de Machado à cause d'une femme... On dira provisoire. Provisoire, on lui pardonne. Oui, on le comprend, quoi. On comprend un peu. Ah, j'aurais compris si ça avait été une autre femme. Bon. J'aurais plus facilement compris si ça avait été que cette quelqu'un qui envahit la catholique peine. réactionnaire. Voilà. Ouais. Oui, c'est ça. Bon, vous le dites bien, tant pis. Tant pis. Oui, ça, l'amour est aveugle. En ce jardin, Guillaumard, ce mutuel jardin qu'inventent deux cœurs ensemble, se fondent et se complètent nos heures. En une coupe limpide, ensemble, nous pressons les grappes d'un songe oubliant notre double histoire. L'un, une femme et un homme, pourtant gazelle et lion, viennent boire tous deux. L'autre, l'amour ne peut être si bien heureux. Deux solitudes en une, pas même celle d'un homme et d'une femme. Pour toi, la mer essaie ses vagues et l'écume, l'iris sur la montagne d'autres couleurs, le faisan de l'aurore son chant et son plumage, la chouette de Minerve des yeux plus grands. Pour toi, ô Guillaumard.
On voit très bien la configuration, on voit la chambre qui a été reconstituée avec un lit de fer très simple, la table, vous savez, avec le brasero dessous, la palangana, c'est-à-dire le grand plat de faïence dans lequel on vidait l'eau avec le broc pour se laver, une petite fenêtre qui donne sur la campagne. C'est là que Machado a habité pendant longtemps. Et c'est là que, dans son esprit, il recevait sa bien-aimée. Elle n'aurait jamais osé rentrer dans une piole pareille. Ça, c'est Ségovia, hein, Ségovia. Les amours platoniques, elles rentrent n'importe où. Oui, parlons, bien sûr. Et puis, il avait quand même suffisamment d'imagination pour embellir sa chambre. Et c'est là qu'il va fonder l'université populaire. Oui. Ça, c'est important, cette fondation. Ça, c'est très important, bien sûr. Ça, c'est important. C'est avec l'aide de pas tout seul, avec l'aide de plusieurs habitants de Ségovie. Il fonde cette université populaire. Il crée même à Ségovie une section de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, dont il est le président, et le président national, c'est le philosophe dont nous avons parlé tout à l'heure, Miguel de Unamuno. Et quand on va voir cette maison qui se trouve au 5 de la rue des Desamparados à Ségovie, une rue en pente, et quand on pousse la grille du jardin, au milieu des Troènes, il y a une très très belle statue, un socle qui est très beau, de Barral, qui est un sculpteur qui avait fait ce socle, le buste de Machado, qui est autrement plus beau que celui qui est à côté du collège Machado à Soria. C'est une tronche, on dirait un œuf. D'ailleurs, les étudiants, je crois, l'appellent el huevo, l'œuf. Comment il était Machado dans son aspect, justement, à votre avis? C'est un homme, moi je le vois moyen, trapu, le paysan espagnol, n'est-ce pas? Sans beaucoup de soins vestimentaires, ça ressort partout, ça. On le trouve partout. Et assez négligé comme un vieux garçon qui ne se soigne pas, quoi, qui n'a pas l'intention de plaire, ou je sais pas, quoi. À 43 ans, il obtient une licence en philosophie et lettres, mais je veux dire, toutes ces études, toutes ces réflexions, toutes ces lectures philosophiques, si on peut dire, alimentent sa pensée. Il y a toute une dimension de Machado penseur qui s'exprime, à mon avis, très bien dans son livre en prose, Juan de Mairena. Et ce qui, disons, le dénominateur commun, si on peut dire, de tout un ensemble de réflexions qui part dans tous les sens, c'est un amour radical de la vérité. Je voudrais lire juste un petit passage qui montre la conduite de Machado. Il met en scène un professeur devant son élève. Il se projette en quelque sorte, lui-même avait horreur de l'enseignement, mais qu'il l'a pratiqué pendant longtemps. Mais il met en scène un professeur, donc c'est Mairena, dans sa classe de rhétorique et de poétique. Il appelle un élève au tableau. Monsieur Pérez, passez au tableau et écrivez les événements consuétudinaires qui ont lieu sur la voie publique. Je crois que c'est en espagnol. Los eventos consuetudinarios que acontecen en la rua. Donc c'est ce qui est très emphatique. L'élève écrit ce qu'on lui dicte. Le professeur lui dit « transposer en langage poétique ». L'élève, après avoir réfléchi, écrit « ce qui se passe dans la rue ». Lo que pasa en la calle. Mairena, le professeur, ce n'est pas mal. Era un niño que soñaba un caballo de cartón. Abrió los ojos el niño, el caballito no vio. Con un caballito blanco el niño volvió a soñar y por la crin lo cogía. Ahora no te escaparás. Apenas lo hubo cogido, el niño se despertó, tenía el puño cerrado, el caballito voló. Se puso el niño muy serio, pensando que no es verdad, un caballito soñado, y ya no volvió a soñar. Pero el niño se hizo mozo y el mozo tuvo un amor y a su amada le decía, tú eres de verdad o no.
Pero el niño se hizo mozo y el mozo tuvo un amor y a su amada le decía, ¿tú eres de verdad o no? Cuando el mozo se hizo viejo, pensaba todo es soñar, el caballito soñado y el caballo de verdad. Y cuando vino la muerte, el viejo a su corazón preguntaba, ¿tú eres sueño? ¿Quién sabe si despertó? Il se trouvait à Ségovie, lorsque le 14 avril 31 a été proclamée la République. Il s'occupait de l'université populaire et avait eu l'occasion de recevoir le grand philosophe espagnol Miguel de Unamuno, le recteur de l'université de Salamanque, ainsi que Ortega y Gasset, enfin plusieurs écrivains notoirement connus. Et avec eux, il avait entrepris de créer, si on peut dire, une espèce de parti républicain. Et le 14 avril 31, il est allé avec plusieurs, comme il le dit, vieux républicains, planter le drapeau tricolore sur le balcon de l'Ayuntamiento, c'est-à-dire la mairie de Ségovie. Voilà comment il a participé activement, si on peut dire, à ce jour qui, en Espagne, a été un jour extraordinaire. La République, deuxième République espagnole. Quelle image de l'Espagne il donne? En España, esta España taur sargatele triste, que ahora ya embiste cuando se digna usar la cabeza. C'est-à-dire que lorsqu'elle priait pour faire l'inquisition, vous voyez, les prières c'est pour attaquer l'autre. Entendra su mañana y su poeta. C'est ça. Machado, il a fait 3 voyages en France. Hein. Le dernier en 1911. Il a été assez critique vis-à-vis des Français. Non. Non, non, il est afrancesado. En Espagne, on l'accuse d'être afrancesado. Vous voyez, parce qu'en Espagne, si vous n'êtes pas d'accord avec l'Inquisition, vous êtes afrancesado. On dit pas anglophile, non. On dit afrancesado, c'est vraiment les libéraux afrancesados, les gens qui essaient de faire la République afrancesados, les gens qui proclament la République. Nous avions en Espagne, c'est vrai, les républicains se différencient des autres mouvements politiques espagnols, parce que l'hymne des républicains espagnols, c'était la Marseillaise. Alors, il ne faut pas s'étonner que nous appellent les afrancesados. C'est la Marseillaise. Je me rappelle tout petit, à moi, chez moi, lorsqu'on allait danser la nuit, dans les casinos, tout ça, l'hymne c'était la Marseillaise lorsqu'on fermait la fête. Mais lui était classé comme laïque et afrancesado. Alors là, vraiment, il avait l'affiche, vraiment. C'est un antimilitariste aussi. En plus, vous imaginez, en Espagne, il y a des uniformes, un pays sud-européen, il y a des uniformes. Alors, pourquoi est-ce que Bergamine dit qu'il n'était pas catholique, mais chrétien? Parce qu'il croyait dans la divinité des choses, mais à travers la poésie peut-être. Mais catholique, c'est celui qui va à la messe, qui fait la communion, qui fait ses prières en espagnol. Et le bon Dieu ne comprend rien parce qu'il ne comprend pas l'espagnol, c'est temps perdu, etc. Cette sorte de rite ecclésiastique de l'Église espagnole, il n'était pas, parce que l'Église espagnole, elle est différente de l'Église française. Ça, il faut commencer par là. C'est que lorsque vous passez la frontière, tout est différent. Vous avez l'Église, vous avez l'enseignement, mais tout est différent. Tout est à un niveau différent, point de vue chronologique. Nous sommes, mon impression, un peu en retard par rapport à ce qu'est la France, parce que la France, c'est pas qu'elle a pris la Bastille, c'est que Jules Ferry, il a mis tout le monde à l'école. Et voilà la petite différence pour moi. C'est très important. Le frère de Machado, Manuel, il avait choisi l'autre camp, lui. Oh, par lâcheté peut-être, parce que c'était plus commode, je crois. Je ne crois pas, parce que pour être frère de Machado et être franquiste, assassin, tout ça, c'est pas facile. Mais tout le monde, la terreur, ils avaient peur, tout le monde avait peur en Espagne. Beaucoup de gens se sont repliés là-bas parce qu'ils n'ont pas bougé. C'était que la guerre civile, c'était un règlement des comptes, mais à une échelle très, très, très importante. Il y a 1 million de morts, et puis ce n'est pas les morts qu'il y a eu pendant la guerre, c'est que, imaginez-vous,
après qu'ils ont gagné la guerre. Ils ont fait une loi rétroactive, comme quoi toute personne ayant participé au mouvement à partir de 1934, il devait passer par les tribunaux. Ils filtraient tout le monde à partir de 1934. Alors, la rétroactivité, la loi, c'est quelque chose d'inadmissible en France dans un état de droit. Ça n'existe pas. Là, c'est une loi qui a été réglée, qui a été appliquée, et on a fait un clivrage dans tous les villages, dans tous les patelins, dans les montagnes partout, dans la campagne partout. Et tout le monde qui a eu des antécédents à l'époque de 1934 et tout ça, il passait la casserole. Il est fusillé tranquillement. Et les gens, ils ont vu ça. Mais il y a eu beaucoup plus de morts, de répression, qu'en plein combat, qu'en plein bombardement, qu'en pleine bataille. Plus de morts assassinés comme ça, comme une machine infernale qui fonctionne sans arrêt. Des sacs, ce qu'on disait, on sortait 20 mecs, on les mettait face au paredon, paf, ils fusillaient tout le monde, pour rien du tout. Parce qu'ils avaient été rouges, parce qu'ils n'allaient pas à l'église, parce qu'ils avaient des querelles avec les caciques, parce qu'ils avaient des querelles avec les maîtres d'école. Des balivernes, ils avaient des fiches noires en Espagne. Si vous n'étiez pas avec l'église, vous étiez contre l'église. Et c'est là que nous avons... ça, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Jamais plus ça. C'est inadmissible. Mais une autre Espagne naît, l'Espagne du ciseau et de la masse, avec cette jeunesse éternelle qui se fait à partir du passé robuste de la race. Une Espagne implacable et rédemptrice. Une Espagne qui commence à poindre, tenant en main la hache vengeresse. Espagne de la rage. Espagne de l'idée. Lorsque la guerre éclate, il est professeur à Madrid. Il souhaite, lui, rester dans Madrid assiégé. Il souhaite, bien sûr, il ne peut pas porter les armes parce qu'il est déjà âgé, plutôt vieilli avant l'âge. Mais il souhaite rester auprès des siens. Et d'ailleurs, il n'est pas inactif puisqu'il écrit beaucoup, il répond à des demandes, à des commandes, il écrit des poèmes pour les soldats, des articles, où toujours il proclame son attachement et sa fidélité à la République. Mais c'est le gouvernement de la République lui-même qui lui demande de partir vers Valence. Et qu'est-ce qui se passe alors de 1936 à 1939 ? Il y a un exil progressif, oui, il y a un exil progressif, effectivement. Il est à Madrid encerclé dès le départ, n'est-ce pas, par les troupes fascistes. Et ses amis Léon Felipe, qui a longtemps vécu et qui est mort d'ailleurs au Mexique, et Rafael Alberti, qui est encore de nos jours vivant, sont venus l'inviter à quitter Madrid pour suivre le gouvernement qui se retirait sur Valence. Il a, après avoir été sollicité à maintes reprises, a fini par accepter, et sa famille, une partie de sa famille et lui, ont accepté d'aller sur Valence, en fait, à Roquefort, un petit village de la région de Valence, où on lui a mis à sa disposition une villa, la Villa Amparo, où il a vécu quelques mois avant de se replier sur Barcelone, avant de se replier définitivement sur Coyur. Voilà la trajectoire finale de Machado. Vous dites que, Georges Colomer, que ce que vous aimez chez Machado, c'est sa recherche constante de la vérité. C'est une formule qui recouvre quoi, cette recherche constante de la vérité? Mais ma foi, c'est sa fidélité surtout, n'est-ce pas, à ses convictions profondes, ses convictions socialistes, ses convictions républicaines, ses convictions humanistes qu'il a poursuivies, qu'il a défendues jusqu'au bout. Et alors qu'il était déjà sérieusement malade, qu'il abandonnait un peu la poésie, il s'est lancé dans la participation à des revues républicaines où justement il prenait la défense de la République et il essayait par ses écrits, n'est-ce pas, nombreux, quotidiens, que ce soit dans La Hora de España, que ce soit dans La Vanguardia, le journal de Barcelone, la Milicia Populaire, oui, de donner du courage aux soldats qui combattaient sur le front. On le vit, avançant au milieu des fusils par une longue rue, sortir dans la campagne froide, sous les étoiles, au point du jour. Ils ont tué Federico quand la lumière apparaissait. Le peloton de ses bourreaux n'osa le regarder en face. Ils avaient tous fermé les yeux. Ils prient. Dieu même n'y peut rien. Et mort tomba Federico.
du sang au front, du plomb dans les entrailles. Apprenez que le crime a eu lieu à Grenade. Pauvre Grenade. Sa Grenade. El poeta y la muerte. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña, y al sol en torre y torre, los martillos en yunque y yunque y yunque de las fraguas. Hablaba Federico, requebrando a la muerte, ella escuchaba. Porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas, y diste el hielo a mi cantar, y el filo a mi tragedia de tu voz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban. Hoy como ayer, gitana, muerte mía, qué bien contigo a solas, por estos aires de Granada, mi Granada. Se les vio caminar, labrad amigos de piedra y sueño en la Alhambra, un túmulo al poeta, sobre una fuente donde llore el agua y eternamente diga, el crimen fue en Granada, en su Granada. Alors le gouvernement républicain demande à Machado cette fois-ci de partir de Valence et de remonter vers Barcelone. Alors, ils arrivent à Barcelone, effectivement, quelques jours après, les troupes franquistes arriveront jusqu'à la mer. Donc il était temps. Et Machado va donc passer l'hiver de 1938 à Barcelone, dans des conditions difficiles, qui étaient les conditions de tous les grands nombres de réfugiés, d'un grand nombre de Barcelonais. Et il va partir de Barcelone avec un convoi qu'organise aussi le gouvernement de la République, qui pense que la victoire probable de Franco ne sera que provisoire, qu'ensuite les Alliés aideront la République à chasser Franco. Et donc le gouvernement pense qu'il faut protéger les intellectuels, sauver les intellectuels, et il organise un convoi dans lequel se trouvent non seulement des écrivains, des médecins, des savants, des scientifiques, etc., en direction de la frontière. Alors aujourd'hui, il faut 2 heures pour aller de Barcelone à la frontière, 2 heures et encore moins même. Il aura fallu 1 semaine environ, car le voyage a été rendu très difficile, les avions bombardent, il faut se cacher, la route est encombrée. Bref, au bout d'1 semaine environ, ils arrivent à Portbou. Alors on peut imaginer cette route qui, de nos jours encore, est étroite et qui devait l'être encore davantage à cette époque, encombrée de voitures, de voitures qui tombent en panne, qu'il faut pousser sur le bord du fossé, et de milliers de réfugiés qui fuient en emportant leurs maigres bagages. Alors effectivement, ils passent donc par Portbou. Il pleut, il fait froid, c'est le mois de janvier. 39, oui. Et il commence à monter en direction du col qui sépare la France de l'Espagne. Il s'appelle le col des Balitres. Et quelques kilomètres avant, ils sont obligés de mettre pied à terre parce qu'ils étaient encore dans une voiture. Ils sont obligés de mettre pied à terre. C'est là que Machado va perdre ses bagages, dans lesquels se trouvent probablement des manuscrits qu'il ne retrouvera jamais. Et il chemine vers le col maintenant, à pied. Todos se apresuraban enloquecidos en revuelta maraña, empujados por el ansia de llegar. Antonio, siempre resignado y silencioso, contemplaba a la madre con su fino y blanco pelo pegado a las sienes por la lluvia, que se deslizaba por su bello rostro como un claro velo de lágrimas. Tous se pressaient dans l'affolement et le désordre, poussés par l'angoisse d'arriver. Antonio, toujours résigné et silencieux, contemplait sa mère avec ses fins et blancs cheveux collés aux tempes par la pluie, qui glissait sur son beau visage comme un voile clair de larmes. Ainsi à la
frontière qui est fermée par une très grosse chaîne et surveillée par des soldats sénégalais en armes. Il paraît que c'était extrêmement impressionnant. Tous les réfugiés qui sont passés par là ont gardé ce souvenir des soldats sénégalais droits sous la pluie, immobiles, hein, mais évidemment la baïonnette au canon et ne laissant passer personne. Ou alors, laissant passer au compte-gouttes. Hein. Alors, Corpus Barga, qui accompagnait les Machado, va voir le commissaire de police qui était là et lui dit « Faites quelque chose, il y a là un grand poète, il est à l'Espagne ce que Paul Valéry est à la France, et il est là, fatigué avec sa mère, etc. » Alors le commissaire de police a mis sa voiture à la disposition de Machado, qui est donc descendu avec sa mère jusqu'à Portbou. Et à Portbou, il n'y avait pas d'hôtel, personne, toutes les portes étaient fermées. Il faut dire que les habitants étaient effrayés par cet exode, ce flot de réfugiés, 500 000 réfugiés en quelques jours, quelques semaines qui vont déferler. Et donc ils ne trouvent pas où se loger et ils vont dormir dans un wagon qui était là sur une voie de garage, mais dans le froid. Et ce n'est que le lendemain qu'ils repartiront vers Collioure, qu'ils arriveront à la gare. Et la suite de l'histoire. Vous voyez? Alors, dans la désolation marchait le poète Antonio Machado et sa mère, écoutant les lamentations de rage et nerfs tiraillés des mères, enfants et vieillards. Antonio Machado et sa mère les regardaient silencieux. C'est Collioure, ça. Collioure d'avant. Oui. Collioure d'avant. C'est un beau dessin, hein? Voilà. Ça va. Ben, regardez-le par là. Tiens, mettez-vous quelque part et regardez-le par là. La lumière du jour. Donc ils arrivent là en fin d'après-midi, un 27 janvier, et ils descendent du train et ne savent pas où aller. Alors ils demandent au chef de gare qui est là sur le quai, qui s'appelle Jacques Biles, ils lui demandent s'il connaît un hôtel. Et Biles leur dit oui, à l'hôtel Quintana, où je loge moi-même, puisque Biles était perpignanais. Et donc ils commencent à descendre par la rue qui mène vers le centre du village. Et ils sont aidés par un écrivain, exilé lui aussi, qui s'appelle Corpus Barga, qui est plus jeune et qui va prendre la mère de Machado dans ses bras. Il la porte dans ses bras. Et les autres suivent. Et la pauvre Ana Ruiz, qui a un peu perdu la tête, demande à Corpus Barga « Llegaremos pronto a Sevilla » nous arrivons bientôt à Séville. Et lorsqu'ils arrivent en bas sur la petite place à Collioure, ils voient un magasin, une mercerie. Et la mercière est sur le pas de la porte, c'est Madame Figuère, qui les voit arriver, fatigués, épuisés, et qui a pitié d'eux et les fait entrer. Elle les fait entrer, les fait passer dans sa cuisine. Et là, elle leur donne quelque chose, un petit café au lait, quelques galettes pour un peu les revigorer. Le magasin Figuère, c'était un magasin de quoi? Oh, c'est un magasin de vêtements et de tissus également. Il va y retourner quelquefois pendant son séjour à Collioure, Machado. Oui, il y est allé. C'était surtout son frère qui y allait, parce que là, il y avait un problème. Ils n'avaient que ce qu'ils avaient, ce qu'ils portaient sur eux. Alors, c'est-à-dire qu'ils dormaient avec leur chemise qu'ils portaient. Alors, il fallait la laver de temps en temps. Alors, quand l'un portait la chemise qui était propre, l'autre restait au lit. Et ne le disait à personne. Et alors, c'est Madame Figuère qui dit « Mais pourquoi vous ne venez pas tous les deux ensemble ?» Alors, il a expliqué, et Madame Figuère leur a donné des vêtements, chemises, caleçons, chaussettes et tout. Parce qu'on lui a pris dans sa valise, enfin, sa valise a disparu. Il est arrivé sans rien, il Oui, n'avait oui. rien, même pas de valise. Un parapluie. Rien. Un parapluie, c'est tout. Il avait un parapluie. Et ce qu'il portait sur lui, la canne, il avait sa canne quand même. Ici, c'est la deuxième étape alors de son arrivée à Non, c'est la Collioure. première. Oui, ici, à moins qu'on compte la gare, bien sûr. Ah, pardon. Oui. Mais ici, ça a Oui, été la c'est- première. oui. Et ensuite, la seconde a été à l'hôtel, là-bas. L'hôtel. Voilà. Et c'est de là que tes parents lui ont offert une chaise et leur ont offert aussi du café et du lait. Oui, là, on fait à se reposer d'une part. Sans savoir qui ils étaient. Ah non, absolument pas. Ils ne savaient pas. Vous savez, ma mère était espagnole. Elle était née à Palamos. Ah, c'est elle qui était de Palamos. Oui, ma mère était espagnole. Donc, par conséquent, elle avait des attaches. Et puis, bon, ces trucs-là, quand même. Puis, puis, les il y sentiments avait tellement. humanitaires, bien Absolument. sûr, oui. Puis, il y avait tellement de gens qui passaient par là.
c'était extraordinaire, quoi. Il y avait de tout, des soldats, des civils, il y avait un peu de tout, des gens qui erraient dans la montagne depuis des semaines. Enfin bref, ils arrivaient là un peu par laver, par sale, affamés, donc il fallait les récupérer un tout petit peu, les faire reposer, leur donner à manger. Et puis voilà. Et alors, ils demandent où se trouve l'hôtel Quintana. Elle leur montre, il est en face, à 30 mètres à vol d'oiseau environ, mais entre l'hôtel Quintana et la mercerie passe une petite rivière qui est souvent sèche, qui s'appelle le Douy, mais comme il a plu ces jours-là, on ne peut pas le franchir à pied, par le gué. Il faut donc faire le tour. Et on appelle donc Corpus Barga va chercher un taxi. Il n'y avait qu'un taxi à l'époque à Collioure, c'était le mécanicien du village. Et le taxi donc va faire le tour, va passer devant le cimetière et aller jusqu'à la pension Quintana. Et ils arrivent donc à la pension Quintana. Voilà donc l'arrivée des Machado. Vous saviez que c'était un grand poète? Non, Vous ne saviez pas du tout. Non. Il vous l'a dit après? Oui, oh là là, oui. Moi, je l'ai soigné, je lui ai mis des sangsues, je l'ai soigné jusqu'au dernier moment, cet homme, parce que le militaire, il était quelqu'un de énervé, grand, bon, un bel homme, vous savez. Le docteur venait et je lui ai dit un jour là au docteur, qu'est-ce que vous m'en pensez, monsieur Vignette, qu'il est mort maintenant? Qu'est-ce que vous pensez de monsieur de Machado? Que nous ne le guérirons pas, monsieur, cet homme. Il m'a dit non, Pauline, il est perdu. J'étais malade, j'ai pleuré. J'ai pleuré, cet homme plus qu'un parent, monsieur, moi. Et la famille, une honnêteté impeccable. Il est resté longtemps malade. Oh, longtemps, c'est une quarantaine de jours malade. Alors, le docteur lui a donné des sangsues, là, derrière. J'ai resté du matin jusqu'à 3 heures du soir. Il ne voulait pas prendre une appli, une, les autres sont tombées. Et puis comment on l'a soigné? Eh bien, il est mort au bout de 3 ou 4 jours. Et c'est vous qui vous êtes occupé de sa fin, de ce dernier moment? Ah oui. C'est moi qui ai fait tout. Et il avait sa mère auprès de lui. Pauvrette, sa mère était une petite vierge. Sa mère, quand il l'appelait Antoine, il s'appelait Antoine. Antonio, disait. Antonio. Parce qu'il y avait 2 lits, vous comprenez. Et la maman couchait tout près de lui. Alors, il l'appelait. Quand il a vu qu'il ne répondait pas, elle a vu qu'il était mort. Ces jours d'azur et ce soleil de l'enfance. 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 C'est José Machado, dans ses souvenirs, qui raconte comment, après la mort de son frère et avant de partir de l'hôtel, il a fouillé les poches de son frère et il a trouvé un petit bout de papier plié. Et sur ce papier se trouvaient entre autres quelques notes, mais surtout ce vers, estos días azules y este sol de la infancia. Ça, c'est la boîte aux lettres? La fameuse boîte aux lettres. C'est vous qui avez la clé, vous seul? Oui. Bon, quelle responsabilité? Vous en avez pas une? Oui, j'en ai. Ah, vous en avez une, bon. Vous en avez une, vous aussi, non? Vous en avez une? Non? Ah bon. Parce que... Il y a un paquet de courrier. Ah, pourquoi on met de l'argent? Je sais pas. Donnez-moi dans mes mains le courrier, là. Oui. Là, voilà. Attention. Des tas de petits mots. Ça, c'est une voilà, carte. Celle-ci est en français. Oui, c'est une carte du chemin du fauvisme. De Rhin, oui. Oui, qu'ils ont acheté ici certainement. Oui. Vous voulez bien la lire? En français, je peux. Pour toi, ami poète, en souvenir de merveilleuses journées, avec Béatrice, mon amoureuse. Sache qu'il existe encore en ce bas monde des gens qui s'aiment et se sentent libres, libres, libres. Liberté, B. C'est joli. C'est très beau. Et alors là, C'est en espagnol? c'est espagnol. C'est espagnol. C'est pas facile à lire. Ça aussi, c'est en espagnol. Non, celui-ci est en catalan. Catalan, alors. Grand Celui-ci est spécialiste en du catalan. Oh là là. I molt més que un poeta. Els seus poèmes perduraran en el temps. 1er septembre 95. Maria Carme.
donc, est beaucoup plus qu'un poète. Ses poèmes dureront tout le temps. Il y a ce vent terrible qui souffle sur le cimetière de Collioure, là. Attention que les lettres ne s'envolent pas. Pendant que vous dépouillez les lettres, qu'est-ce que vous avez, vous, comme lettres, mises dans la boîte aux lettres sur la tombe d'Antonio Machado, à côté, derrière les fleurs? Eh bien, il y a un texte en espagnol de quelqu'un de Madrid. Ce vers évoque le souvenir du temps passé, autant que je vois, les sentiers éphéméraux. Oui, c'est un peu difficile. À quand remonte cette habitude de mettre des lettres dans la boîte? Dès qu'il y a eu ce tombeau, des personnes, oui. Dès qu'il y a eu le transfert de tombe? Oui, alors des personnes mettaient des messages, pas beaucoup, mais alors mettaient une pierre pour ne pas qu'ils s'envolent. Et bien sûr, les papiers s'envolaient. Alors c'est le... Parce qu'il y a beaucoup de vent? C'est un pays de vent, oui. Oui, la preuve, puis la pluie également. Et c'est le secrétaire à cette époque-là, Manuel Pérez Valiente, qui a eu l'idée de faire cette boîte aux lettres. Et alors, le sachant qu'il y a une boîte aux lettres, ça incite justement à porter des messages. Et il en arrive aussi par la poste. Et il en arrive quelquefois par la poste. À un orme desséché. Sur le vieil orme, fendu par la foudre, pourri en son milieu, avec les pluies d'avril et le soleil de mai, ont poussé quelques feuilles vertes. L'orme centenaire sur la colline que baigne le Douro. Une mousse jaunâtre salit l'écorce blanchâtre du tronc vermoulu et poussiéreux. Il ne doit pas, comme les peupliers chantants qui gardent le chemin et le rivage, être habité de rossignols gris. Une armée de fourmis en file grimpe sur lui. Dans ses entrailles, les araignées tissent leur toile grise. Avant que de sa hache, orme du Douro, le bûcheron ne t'abatte, et avant que le charpentier ne te transforme en timon de chariot ou en joug de charrette, avant que tu ne brûles tout rouge demain dans l'âtre d'une misérable chaumière sur le bord du chemin, avant que la tempête ne te déracine, que ne te brise le souffle des sierras blanches, et avant que le fleuve à la mer ne t'emporte par les vallées et les escarpements, orme, je veux noter sur mon carnet la grâce de ta branche reverdie. Mon cœur attend aussi, vers la lumière et vers la vie, un nouveau miracle du printemps. Il y a, près du cimetière de l'Espino, sur le petit jardin qui précède l'église de l'Espino, jointe au cimetière, contigu au cimetière, il y a le fameux olmo, l'olmo seco. Et alors, sur cet arbre, je ne sais qui, avait reproduit, vous savez, la poésie que Machado a écrite en l'honneur de cet arbre, à un olmo seco. Et alors, il y a cette plaque, on peut le voir encore, je suppose aujourd'hui, c'est un peu effacé, n'est-ce pas? Et une fois, il y a quelques dizaines d'années, enfin 10, 15 ans, et ma femme a vu un spectacle étonnant. Au pied de l'arbre, un vieux grand-père qui s'approchait du texte pour pouvoir le lire, et de l'autre côté du petit muret qui sépare de la rue, une gamine avec un cahier d'écolière en train de recopier la poésie de Machado sous la dictée du grand-père. C'est une scène extraordinaire. Comme quoi, vous voyez, Machado, on ne l'oubliera pas. Même les gosses en font des dictées. J'espère qu'on ne va pas les dégoûter. Tus ojos me recuerdan las noches de verano, negra noche sin luna, orilla al mar salado y un chispear de estrellas de un cielo negro y bajo,
tus ojos me recuerdan las noches de verano y tu morena cara, los trigos requemados de un suspirar de fuego de los maduros campos. Tus ojos me recuerdan las noches de verano. Antonio Machado, Séville, juillet 1875, Collioure, février 1939. Avec Georges Colomer, Bernard Sauzet, Jacques Sorel, Antonio Soriano, la Fondation Antonio Machado à Collioure, prochaine commémoration le 18 février, les enfants de l'école Jules Ferry, Michel Hernandez, Paul Combeau, Raymond Patsirkovski, Miguel Martinez, la voix de Pauline Quintana, archive INA 1965, les poèmes d'Antonio Machado sont chantés par Colette Mani, Paco Ibáñez, Francisco Montaner, texte lu par Jacques Fayet. Canción que deje cenizas en los labios de tu mirar de sombra de los maduros campos. Tus ojos me recuerdan las noches de verano. Une vie, une œuvre. Une émission de Francesca Piolo réalisée par Roxane Legrain-Courtois, prise de son à Perpignan, Vincent Gasco, mixage Pierrick Monsigny, Marie-Dominique Bougot. Tus ojos me recuerdan las noches de verano, negra noche sin luna, orilla al mar salado y un chispear de estrellas de un cielo negro y bajo. Tus ojos me recuerdan las noches de verano y tu morena cara, los trigos requemados de un suspirar de fuego de los maduros campos. Tus ojos me recuerdan las noches de verano.